chacun à leur manière, a tenté le coup du signifiant maître, c'est-à-dire un point capitaux qui relativisait, qui subsidiarisait, qui rendait subsidiaire au sens de l'Union européenne du terme, à savoir envoyer exclusivement à la politique interne de l'autre pays ce qu'il faisait, ce qu'il prétendait vouloir faire, ce qu'il prétendait vouloir faire au nom de l'universalité. Donc, alors, Villepin, il a trouvé que par rapport face à la volonté unilatérale d'intervention, face à la volonté unilatérale, face à une intervention en force par rapport justement à la majorité de la commission, eh bien, on attendrait à l'avenir des relations internationales. Et oui, ce serait d'être multilatéral, mais pas pour d'être un consensus collectif, pas pour devenir la loi du plus fort. Et il considérait que depuis la fin de la guerre mondiale que nous avons connue, nous, les gens de ma génération, c'était quand même un extraordinaire progrès que le souci de cette ONU et de cette réglementation des problèmes internationaux par la voie du dialogue et de l'harmonisation entre les grandes puissances. Et à quoi, comme il répondait, vous ne répondez pas, il avait dit avant même qu'il nous parlait, c'est pas que l'Amérique se doit de défendre ses intérêts quand ils sont menacés, quitte à ce que ça soit sous une modalité d'intervention préventive, parce que on ne peut pas laisser. Alors lui, c'était l'autre argument décisif pour lui, qui devait constituer le signifiant maître ou le point capiton. Le sujet supposé savoir qu'il prétendait représenter, en représentant la politique des faucons américains. Bon, encore que lui n'est pas le pire des faucons, mais enfin, il était porte-parole. Que contre un danger mondial, à savoir la dissémination de forces de destruction massive, d'une part, et d'autre part, alors, on avait un droit de légitime défense, qui est un droit connu par toute juridiction, d'une part, et d'autre part, c'est que l'intervention, fût-elle justifiée ou non, je ne le disais pas comme ça, mais en substance c'est ça, du point de vue de ce qui semblait être avancé comme argument, à savoir qu'il y a des armes de destruction massive, ils en ont sûr, ils en ont la preuve, ils en ont la conviction plus qu'assurée, mais vérifiée. Les armes de destruction massive sur le territoire d'un ennemi absolu de l'Amérique, eh bien, il ne pouvait que favoriser également toute la nébuleuse musulmane, dirigée par, par Ben Laden derrière, ou sous l'ensemble de l'organisme Al-Qaïda, et bien qu'il n'hésiterait pas, évidemment, il n'hésiterait pas à favoriser et à aider et à disperser ces armes de dissuasion massive, de destruction massive, et que donc c'était l'ensemble des nations qui défendaient, exactement comme ils nous ont défendus contre l'URSS pendant des décennies. Hein, bon, alors, et il ajoutait à ça, alors c'était ça le coup qui justifiait l'unipolarisme ou l'unilatéralisme de l'intervention qui en elle-même renvoie simplement à la loi du plus fort, donc à Caliclès dans Gorgias, qu'en faisant ça et en neutralisant le caractère terroriste de l'Irak, qui est au centre, on le sait, l'Irak, l'Iran, Syrie, Jordanie, etc., Turquie, bon, ben en
stabilisant, en démocratisant, en remettant dans la norme, entre guillemets, bon, la norme démocratique, au sens occidental du terme, n'est-ce pas, de l'organisation des nations, eh bien, il allait arranger, apaiser et remanier l'état des rapports de force dans tout le Moyen-Orient et surtout éteindre cet incendie qui n'est pas du tout une mèche à long terme, mais qui ne cesse d'exploser, qui constitue le conflit israélo-palestinien. Et que donc on allait pacifier l'ensemble de la région, et c'était ça la justification je veux dire, universelle qui pouvait justifier son unilatéralisme. Bon, ben alors voilà, c'est ça. On avait deux signifiants maîtres, deux sujets qui voulaient convaincre l'opinion internationale de ce qu'ils détenaient le savoir, ben, mais ils étaient antagonistes et contradictoires l'un de l'autre. Alors, n'empêche, chacun réussit à tenter le coup, et bon, Villepin s'est fait applaudir, Colin Powell, bon, il connaissait la nouvelle stratégie américaine, c'est-à-dire préventive, mais ils avaient ajouté en dernier lieu que justement, finalement, l'Irak, c'était pas vraiment un prétexte, mais c'était l'occasion de remettre les pendules à l'heure, pour parler vulgairement et médiatiquement. Mais, voilà, remettre les pendules à l'heure dans le Moyen-Orient. Et bien, c'était un autre exemple, ça qui me semblait, certainement, il y en a des tas, chaque fois qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui se produit, ça se produit dans cet esprit-là, dans cet esprit d'être inédit, d'être neuve, et de métamorphoser la situation, de la reconvertir sur un autre régime, dans un autre registre que celui qui semblait immédiatement relever du bon sens. Non, justement, il y a un sursens qui était inattendu ou non proféré jusque-là, qui étant proféré, va relativiser, secondariser des sens établis. Cela étant, on était donc au total recall, on n'a pas encore donné, dans ce mouvement-là, la signification quant au recours que Zizek en fait, comme titre qui est simultanément le titre d'un film, donc, c'est la mémoire totale. C'est comme ça qu'il traduit ça, en tout cas. La mémoire totale. Et il le traduit en rapport nouveau avec un syntagme lacanien, le savoir dans le réel. Savoir dans le réel. Pour dire vrai, le savoir dans le réel, je le comprends à partir de ce que le contexte zizekien me permet d'en comprendre et d'interpréter, parce que je ne connais pas les passages explicites où la formule est utilisée par exemple, peu importe. L'idée, c'est la mémoire totale. Et on va voir ce qui pose problème, justement, au regard de cette ambition de la mémoire totale. Bon, alors, d'abord, en quoi nous concerne-t-elle, et en quoi concerne-t-elle nos héros. Et donc nous-mêmes, puisque depuis ce matin, nous avons compris que nous sommes tous des mutants, bref, nous sommes tous des sujets d'implantation, des objets d'implantation, et que nous avons en nous tout ce qui a été accumulé au cours de l'expérience, en ce que, indéniablement, cela nous a été dispensé, nous a été offert. Et comme dans le jeu de consommation, eh ben, on n'a rien d'autre à choisir que ce qui est offert, pas, et on sait que dans cette offre, pas, on multiplie au maximum pas, les offres de consommation pour justement susciter, renouveler, exciter, multiplier, et donc assurer l'extension du marché, et donc l'extension
l'augmentation de la production et donc l'extension de la richesse sociale et nationale et mondiale, eh bien pareillement, jusqu'à créer des produits, en les divisant, en les séparant, en leur donnant deux connotations différentes, pour occuper les places de marché, et donc réactiver le souci de la dépense. Cela étant, c'est pareil. Le langage, l'éducation, le milieu social, même les conflits idéologiques, les conflits linguistiques, les conflits culturels, les différents culturels, etc., les religions opposées, tout ça, ça nous est offert. Il y a de temps en temps, des conversions, donc on sait bien que les chrétiens, les orthodoxes qui deviennent musulmans, qu'il y a des musulmans qui en terminent radicalement avec leur simagrée, etc., d'étalement par jour 7-8 fois, pour prier la Mecque, etc. Bon, on sait que tout ça est... Justement, tout ça est à disposition, c'est le service. Mais on n'a rien d'autre. Alors justement, nous sommes tous débutants puisque nous n'avons que ça. Non, on a quand même suffisamment, vidé la conscience, ou le supposé sujet de tout contenu, n'est pas que dans son essence ontologique, de toute substance, de toute chose, penser à tort, Descartes, chose pensée, ça va pour ne plus qu'une activité, un exercice de pensée, bref, une aperception transcendantale, et bien alors, on n'est rien d'autre que le stock de tout ce que nous avons accumulé. Alors, et le savoir total, la mémoire totale, la mémoire totale, le total recall, le rappel total. Eh bien c'est justement, j'anticipe un peu là, c'est l'idée que nous aurions à notre disposition, que nous aurions en nous, n'est pas en nous et à nous, par nous, la maîtrise complète de tout ce stock. Il y aura une anamnèse totale à tout instant, en permanence, de tout ce dont on aurait été, dont on ferait les produits. Alors, le drame pas, le fantasme que ça représente, nous dit-il, c'est justement le fantasme qu'on a cessé de tenter de délimiter, de battre en brèche, de refouler pas au sens du terme, de refouler au sens offensif. Bon, on la refoule. Et bien voilà, en quoi on montrant qu'il n'y avait rien dans la pensée, il n'y a pas de substance. Alors, ce que ça signifierait, souvent, ce serait, maintenant on va y revenir, mais je vous le donne la clé d'avant, ça signifierait quoi comme fantasme? Eh bien, ça signifierait justement comme fantasme qu'on soit des mutants heureux d'être. Le fantasme, le mutant serait finalement le fantasme. Un fantasme, donc, comme tout fantasme, quelque chose dont on a envie, quelque chose auquel on croit, quelque chose qui nous est synchratiquement essentiel. Sinon, on ne se paye pas le fantasme. Le fantasme est une invention qui... On ne va pas aller inventer des choses qui vont imaginer ou halluciner des choses qui ne présentent pas des avantages, qui ne viennent pas combler les difficultés. Et justement, être mutant, et quand j'ai l'air de dire, bon, nous sommes des mutants, et des mutants heureux, c'est justement dans la mesure où nous pouvons avoir le fantasme que nous sommes enfin ce que tout le cours a démoli, à savoir nous sommes enfin une chose pensante. Nous sommes enfin à la hauteur de la réponse que Descartes donnait dans la
troisième méditation, quand il demandait, mais qu'est-ce que je suis finalement, hein, ou dans la première, même, je me rappelle plus comment, la fin de la première, ou dans la troisième, non, dans la fin de la première, il demandait, mais qu'est-ce que je suis, hein, maintenant je sais que je pense, ah, je suis une chose pensante, et hop, on tombait dans la substantialisation de ce qui était l'existence, l'existence pensante, mais l'existence quand même. Ah, donc voilà, c'est ça qui peut nous intéresser, mais en même temps c'est ça qu'il faut en devenir pour ne pas évidemment sombrer dans la complaisance à l'égard de ce fantasme. Alors, justement, quel est le rapport de la psychanalyse, donc de l'attention éclairée, ou de l'existentialisme sartrien, qui en l'occurrence est dans ce champ-là très proche l'un de l'autre, très proche, et ils disent la même chose chacun à leur manière, chacun sur le point capitaux respectifs, mais à ce niveau intermédiaire de la cohérence, ou de la cohésion de leur système, à ce niveau où nous saisissons la question et le problème, ça c'est parfaitement interchangeable. Eh bien, on pourrait croire qu'il disait, à la page de temps en temps, on pourrait croire qu'il disait que, eh bien, ce qui resterait de liberté, ce qui resterait de disponibilité, ce qui resterait de proprement humain, d'indexation humaine de cette implantation, eh bien, c'est justement ce que l'article qui avait servi de référence pour montrer en quoi nous étions finalement tous implantés, puisque nous avions tous à notre définition l'organisation, eh bien, c'est justement l'organisation, l'aménagement, la réorganisation, le traitement des termes, des éléments de cette implantation. La subjectivité reste indemne par rapport à eux. Parce que comme disait le malingénie, comme disait Descartes, le malingénie, il peut effectivement me faire croire que il peut implanter en moi tout ce qu'il veut. Il ne pourra pas économiser l'obligation que ce soit à moi qu'il impose cette épreuve d'implantation. Donc il ne pourra pas aller contre cela même qui est l'absolu, à savoir que j'existe, que j'ai une conscience de tout ça. Voilà. Si il ne s'adresserait pas à une chose pour l'implanter de tout ce qu'il me ferait croire, justement pour m'induire en erreur. Non, il doit servir, il doit avoir un interlocuteur à la hauteur de son ambition, à savoir un interlocuteur humain, et l'humanité en l'occurrence, simplement la conscience que le protagoniste du malin, n'est-ce pas, ne pourra pas ne pas exercer pour que les effets diaboliques du malingénie puissent s'exercer, puissent produire des conséquences. Car voilà, à ce niveau-là, alors c'est dans cette fêlure intérieure entre la conscience et ce qui s'y passe, ce qui s'y dit, ce qui fomente de l'extérieur, que ce serait l'effet du malingénie, ou de l'implantation, eh bien c'est là que résidera la liberté. Alors, c'est évidemment séduisant, hein, si on veut sauver, c'est à la page 50. Si on veut sauver, mais c'est pas ça que Lacan met en évidence pour nous rendre compte de notre conscience, cette fissure, cette fêlure intérieure, cette distanciation propre de la perception transcendantale de Kant. Non. Alors d'abord, il ne le dit pas, mais moi je pourrais le dire, que les partisans d'une implantation radicale, pourraient rétorquer, à savoir que même l'infléchissement
les lignes directrices, les lignes de force par lesquelles on va aménager tout ce qu'on a à notre disposition. C'est-à-dire, bon, tout ce qu'on apprend, dans le fond, ça rentre dans la tête de tout le monde. Le langage, chacun en fait son affaire, son affaire propre. Et alors on pourrait dire que même, alors ça pourrait être ça la subjectivité, mais non, parce que même, même cet infléchissement, cette orientation, cette prise en charge, enfin, pourrait avoir été, si justement il y a une ligne directrice, s'il y a une ligne de force, enfin, s'il y a une orientation totalisante qui fait que chacun finalement est assez reconnaissable dans la multiplicité de ces manifestations, comme étant des manifestations d'un tel X que je connais, et chacun d'entre nous fait ça. Donc, mais même ça pourrait donc être implanté également. Il suffirait que la machine productrice des implantations soit capable d'inscrire simultanément et semblablement à toutes les informations, à tous les événements qui se déroulent, c'est pas bien. Ça, en plus. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça qui existe.